Bonjour à tous et bienvenue dans Scrum Life. Aujourd'hui, on se pose la question, faut-il suivre le Scrum Guide à la lettre? Sans détour, si vous voulez une réponse courte et rapide, si vous êtes en train de vous poser cette question-là, la réponse est sûrement oui, il faut suivre à la lettre. Pour faire une réponse un peu plus complète, en gros, tout est dans le niveau de maturité de l'équipe. Au tout début, l'équipe va sûrement bricoler Scrum et ne pas respecter le Scrum Guide à la lettre. Non, mais les rétros, on a arrêté, il doit y avoir un an de ça, parce que de toute façon, c'était juste le bureau des plaintes, tout le monde se plaignait, et jamais rien n'avançait. Donc voilà, on a conclu que ça servait à rien, donc on a arrêté les rétros. Ouais, tous les jours, on se retrouve en stand-up, et puis c'est moi qui assigne les tâches aux développeurs. Hein. C'est comme ça que ça marche ici, hein. Franchement, sinon on voit pas comment ça pourrait tourner. Hein. C'est ce qu'on appelle le monde du Scrum But. En français, ce serait on fait du Scrum sauf ceci ou cela. À mon sens, c'est une grosse erreur. Scrum est conçu comme un tout où tous les éléments ensemble créent une synergie pour apporter beaucoup de valeur, à condition d'en suivre les règles. Le plus gros problème, c'est que trop souvent, on évoque la nécessité d'adapter Scrum pour les mauvaises raisons, voire même pour des raisons complètement à côté de la plaque. Ah mais tu sais, nous on travaille dans l'embarqué, hein, donc forcément on a des contraintes très spécifiques, on ne peut pas appliquer le même Scrum que tout le monde, hein, on est obligé d'adapter beaucoup de choses. Obligé, hein. Ah mais non mais attends, ici dans cette boîte, hein, on utilise plein de technos propriétaires, on s'intègre de manière assez spécifique avec des outils très fermés, etc. Donc forcément, on peut pas bosser voilà, comme n'importe quelle boîte, les gars font du web, etc. Machin. Non. Donc on est obligé, hein. Scrum, ça marche pas tel quel hein, pour nous. Hein. Mais nous, on est quand même dans un domaine où il y a plein d'urgences qui arrivent en permanence sur la prod, et il faut qu'on soit au taquet, il faut qu'on réagisse, il faut qu'on les corrige. Voilà, donc forcément, clairement, le Scrum by the book, ça peut pas marcher, quoi. Hein. On est obligé de s'y prendre un peu autrement. Hein. Une fois passée cette première étape du Scrum But, on arrive souvent à la deuxième étape, qui en fait aurait dû être la première étape directement, qui est donc respecter Scrum à la lettre. Alors c'est très difficile hein, de suivre le carcan de Scrum by the book, il est très contraignant quand même, mais justement ce sont ces contraintes qui vont forcer de corriger, de faire marcher les problèmes de fond. Souvent on bricole pour pas les adresser justement. Ah non mais quelle galère de mettre en prod, hein. Franchement on est tout le temps obligé de se réserver du temps parce que c'est juste trop compliqué quoi. Ah quoi non mais c'est impossible hein, de finir ça en si peu de temps. Le truc il est énorme, on peut pas, c'est pas possible, on est obligé de faire des grosses itérations, sinon on va rien finir vraiment. Déjà là qu'on galère, ah non mais ici quoi, mais l'équipe produit, le marketing, ils changent tout le temps d'avis. C'est compliqué hein, de réussir à faire des sprints carrés avec ça, quoi. Alors derrière tout ça, il y a quand même des thèmes récurrents qui reviennent, notamment l'idée de réduire la taille des itérations, les réduire jusqu'au moment où on arrive à livrer pendant la durée de l'itération ce qu'on devait faire. Sachant que c'est quand même quelque chose qui est complètement contre-intuitif, effectivement on a plutôt tendance à se dire, si on n'y arrive déjà pas dans ce temps-là, il nous faut plus de temps pour y arriver, si on se donne encore moins de temps, on va encore moins y arriver. Et puis surtout, soyons honnêtes, hein, ça sort complètement tout le monde de sa zone de confort. Réussir à travailler sur très peu de choses en très peu de temps, c'est pas comme ça qu'on est habitué. Hein. On est plutôt habitué à charger la mule et donc à travailler sur des gros morceaux, ainsi de suite. Quoi. Se dire, on travaille sur des toutes petites itérations, on fait peu de choses, on les fait bien et tac, après on passe à la suite. Alors vraiment, c'est contre-intuitif, c'est aussi contre-culturel. Hein. Ah bah non, si on n'y arrive pas en 2 semaines, ça va être pire en une seule semaine. Et enfin, une fois qu'une équipe a atteint une réelle maîtrise de Scrum, il me semble évident que cette équipe va dériver et s'éloigner du Scrum by the book, du Scrum canonique. Sauf que cette fois, ce ne sera pas pour bricoler et éviter les problèmes. Ce sera parce que réellement, ils ont des options, des manières de s'organiser, des manières de travailler qui vont être plus adaptées à leur contexte, qui vont émerger parce que justement, ils ont résolu leurs problèmes de fond très importants. Ils sont dedans et donc maintenant ils pensent vraiment process, agilité, organisation et là ils vont trouver les meilleures solutions adaptées à leur contexte qui n'est pas forcément le Scrum de base by the book tel qu'il est dans le Scrum Guide. Oui non, on n'a pas de Product Owner. En fait on n'a pas besoin de Product Owner parce que les développeurs déjà sont en contact direct avec le client et la partie gestion de backlog, en fait les développeurs y arrivent très bien eux-mêmes. Franchement ça faisait vraiment plus de sens pour nous de passer en flux continu
Et très concrètement, aujourd'hui, ce qu'on fait, c'est beaucoup plus du Kanban que du Scrum. On découpe au maximum les initiatives pour justement en extraire le cœur de la valeur et donc maximiser la valeur qu'on en retire. Par contre, on ne va pas plus loin dans le découpage. On ne s'amuse pas à faire plein de mini user stories qui n'apportent pas forcément vraiment de valeur toutes seules pour les faire rentrer dans des sprints à durée fixe. Du coup, nous, qu'est-ce qu'on fait? En fait, on a des sprints de durée variable. On prend l'initiative la plus prioritaire, celle qui va apporter le plus de valeur, et on passe le temps qu'il faut dessus. Ce cheminement intellectuel et expérimental, c'est par exemple ce qui a amené des personnes comme Alan Renebo Jepson à formaliser ce qu'ils appellent Beyond Scrum. Beyond Scrum que j'ai découvert lors d'une session à Mixit 2017 présentée justement par Alan Renebo Jepson, qui décrit finalement un modèle qui reste très fidèle à l'esprit fondamental de Scrum, mais où les pratiques sont très très différentes. Où effectivement les rôles se retrouvent un peu explosés, revus de fond en comble, la notion d'itération, de livraison est elle aussi revue, et ainsi de suite. À la fin, vraiment, on reste dans l'esprit Scrum, mais c'est plus Scrum, sans aucun doute. Et pour le coup, Beyond Scrum, moi j'avais trouvé ça intéressant et je vous invite à y jeter un œil. Par contre, je vous partagerai quand même le commentaire que moi je me suis fait directement en sortie de session. Justement, c'est de me dire, finalement, nous, ce qu'on a fait sur notre équipe, sur lequel on faisait un retour d'expérience lors de cette même conférence, j'y retrouvais beaucoup d'éléments de Beyond Scrum. C'est-à-dire qu'effectivement, naturellement, on a eu cette démarche d'aller plus loin que Scrum, de tout remettre en question et à un bout d'un moment de remettre aussi en question le framework, de toujours être encore plus adapté à notre contexte, à nous. Voilà, et on trouve d'autres solutions qui sont effectivement plus adaptées. Que conclure de tout ça? Tout d'abord, évidemment qu'il ne faut pas être complètement dogmatique et se restreindre uniquement au Scrum strict. D'autant plus qu'il existe d'autres frameworks très valables en dehors de Scrum, un des plus connus étant notamment XP Extreme Programming. XP qui aujourd'hui est vu comme quelque chose d'un peu vieillot parce qu'effectivement c'est encore un ancêtre de Scrum, c'est un des premiers frameworks agiles. Maintenant il y a quand même quelques concepts au cœur, et je ne parle pas des pratiques techniques, qui sont hyper intéressantes, je trouve, et qui bénéficieraient probablement à beaucoup d'équipes Scrum. Mais pour autant, il ne faut pas se voiler le visage lorsqu'on est face à des équipes, des entreprises, des directions qui bricolent complètement Scrum pour éviter d'adresser les vrais problèmes. C'est dans ce contexte-là que c'est vraiment très 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 important de jouer le jeu, justement pour que les vrais problèmes émergent et qu'on soit au pied du mur et qu'on soit obligé de les corriger. Parce que finalement, voilà, le format d'organisation, c'est du détail. Ce qui n'est pas du détail, c'est de réussir à faire marcher votre intégration continue, c'est de réussir à livrer quelque chose à chaque itération, c'est de réussir à maximiser la valeur de ce qu'on produit, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Au passage, ça fait totalement écho au précédent Scrum Life, où on vous parlait de ces entreprises qui utilisent Scrum comme un moyen d'exploiter au maximum les développeurs. Et quelque part, la règle d'or, ça serait peut-être de juste se dire que lorsqu'on entend quelque chose du style « Oh, chez nous, Scrum, ça marche pas parce que… » Là, il faut peut-être se méfier, lever des points d'alerte, il y a peut-être un truc pourri qu'il faut creuser. Et voilà, Scrum Life c'est terminé. J'espère que vous avez apprécié cet épisode. N'hésitez pas à mettre le pouce vers le haut. N'hésitez pas non plus à participer au Tipeee pour soutenir la chaîne Scrum Life. Sur ce, je vous dis à la semaine prochaine. Vous êtes mes plus grands fans. Si vous l'avez déjà vu, ce bonnet, quand même magnifique. Voilà, là on voit bien Elsa. Vous connaissez très bien, bien sûr. Surtout si vous avez des enfants. Voilà, Elsa, la Reine des Neiges. Super film au demeurant. Franchement, c'est de loin pas le pire des Disney.